Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Mon épouse est revenue de son voyage d'affaires, rayonnante, parfumée, avec cette lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a dit que je lui avais énormément manqué, puis elle est montée prendre une douche en chantant. Moi, j'ai souri comme un idiot, heureux de la retrouver. Mais exactement 2 heures plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Laura, l'épouse du collègue de travail de ma femme. Son visage était rouge, ses mains tremblaient, et lorsqu'elle a ouvert la bouche, mon monde entier s'est effondré en morceaux. Ce qu'elle m'a dit cet après-midi-là, a détruit 18 ans de mariage en moins de 5 minutes. Je m'appelle Ricardo, j'ai 52 ans et je vis dans une ville tranquille où tout le monde se connaît. Pendant 18 ans, j'ai cru avoir le mariage parfait. Ma femme, Carmen, 48 ans, était ma compagne, ma confidente, la mère de nos 2 enfants. Nous travaillions ensemble dans la même entreprise de logistique, elle aux ventes, moi à l'administration. Nous étions le couple modèle, celui que tout le monde admirait lors des réunions de famille et des fêtes de bureau. Carmen a toujours été une femme magnifique, élégante et charismatique. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers elle. J'en étais fier. Je me sentais chanceux qu'elle m'ait choisi, moi, un homme ordinaire, sans grands atouts physiques ni fortune. Juste un homme travailleur, fidèle, entièrement dévoué à sa famille. Nos enfants, Andrea, 16 ans, et Miguel, 14 ans, étaient la meilleure chose de nos vies. Nous vivions dans une maison confortable à 2 étages, avec un jardin où nous faisions des barbecues le dimanche. Les voisins nous saluaient avec affection. Les collègues nous voyaient comme un exemple à suivre. Tout était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a 3 mois, Carmen m'a annoncé qu'elle devait partir une semaine dans une autre ville pour conclure des contrats importants. Elle devait y aller avec Javier, son collègue du service commercial, un homme de 45 ans, marié à Laura, père de 3 enfants. Un homme que je considérais comme un ami. Nous avions partagé des dîners, des barbecues, des anniversaires en famille. Nos enfants jouaient ensemble. Jamais, pas une seule seconde, je n'ai eu le moindre soupçon. La veille de son départ, Carmen était nerveuse. Elle a essayé 4 tenues différentes, ce qui était inhabituel chez elle. Je veux faire bonne impression auprès des clients, m'a-t-elle dit. Je lui ai souri et je lui ai répondu qu'elle était belle quoi qu'elle porte. Elle m'a serré très fort, presque avec désespoir, et m'a murmuré à l'oreille. Je t'aime, Ricardo. N'oublie jamais ça. Ces mots m'ont rempli la poitrine de fierté. Quelle chance j'avais d'avoir une épouse comme elle. Pendant cette semaine-là, Carmen m'appelait tous les soirs. Elle me parlait des réunions, des clients difficiles, de la fatigue. Sa voix semblait distante, mais je mettais cela sur le compte de l'épuisement professionnel. « Repose-toi, mon amour », lui disais-je. « Tu seras bientôt à la maison. » Et elle répondait, « Oui, bientôt nous serons de nouveau ensemble. » Aujourd'hui, je comprends le véritable sens de ces mots. Les jours passaient lentement. Je m'occupais des enfants, du travail, de la maison. Un soir, Andrea m'a demandé. « Papa, maman va bien ? Je la trouve bizarre ces derniers temps. » J'ai minimisé. « C'est le stress du travail, ma chérie. Tu verras, quand elle rentrera, tout redeviendra normal. » Mais Andrea avait raison. Quelque chose avait changé chez Carmen, et j'avais été trop aveugle pour le voir. Enfin, le vendredi est arrivé, le jour de son retour. J'avais préparé son plat préféré, acheté des fleurs et nettoyé toute la maison. Les enfants étaient excités. Miguel avait même fait une pancarte où il était écrit « Bienvenue maman ». Nous étions une famille heureuse, impatiente de se retrouver. Que j'étais naïf. Quand j'ai entendu sa voiture se garer, je suis sorti en courant pour l'accueillir. Carmen est descendue du véhicule et la première chose que j'ai remarquée, c'est son visage. Elle était radieuse, resplendissante, comme si elle avait rajeuni de 10 ans. Sa peau brillait, son sourire était immense, ses yeux avaient cette lueur particulière que je n'avais vue que le jour de notre mariage. Mon cœur s'est emballé. Le travail lui a fait du bien, ai-je pensé.
Elle m'a pris dans ses bras, m'a embrassé tendrement sur la joue et m'a dit: Mon amour, tu m'as tellement manqué. Mais quelque chose dans son étreinte était différent. Ce n'était pas l'étreinte habituelle. Elle était distante. Comme si elle suivait un scénario. Mais moi, aveuglé par mon amour et ma confiance, je ne l'ai pas vue. Nous sommes entrés dans la maison. Les enfants l'ont accueillie avec joie, elle les a serrés très fort, presque en pleurant. Vous m'avez tellement manqué, leur a-t-elle dit. Puis elle est montée directement dans notre chambre. J'ai besoin de prendre une douche, je suis épuisée par le voyage, a-t-elle annoncé. Et en montant les escaliers, je l'ai entendue chanter. Carmen chantait une chanson romantique qu'elle n'avait pas chantée depuis des années. J'ai souri. Elle est heureuse d'être rentrée, me suis-je dit. Mais quelque chose n'allait pas. Sa valise était plus légère que d'habitude. D'ordinaire, elle rapportait des documents, des échantillons, son ordinateur portable. Cette fois-ci, il n'y avait que des vêtements. Et quand je l'ai prise dans mes bras à la porte, j'ai senti un parfum différent. Ce n'était pas celui qu'elle utilisait toujours. Il était plus cher, plus sophistiqué. Elle l'a sûrement acheté pendant le voyage, me suis-je justifié. Cet après-midi-là, j'ai dressé la table avec soin. J'ai allumé des bougies, mis de la musique douce, ouvert une bouteille de vin. Je voulais que ce soit une soirée spéciale. Carmen est descendue après sa douche, les cheveux encore humides, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle s'est assise en face de moi et m'a pris la main. Ricardo, tu es un homme merveilleux, m'a-t-elle dit. Et moi, comme un imbécile, j'ai répondu. Et toi, tu es la femme de mes rêves. Nous avons dîné dans un silence pesant. Elle évitait mon regard. Chaque fois que je posais une question sur le voyage, ses réponses étaient vagues, courtes, évasives. Comment s'est passée la présentation avec les clients? Bien. Javier t'a aidé pour les négociations? Oui, il a été très professionnel. Professionnel. Ce mot a résonné dans ma tête d'une manière étrange. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai essayé de la prendre dans mes bras, de l'embrasser, mais elle s'est légèrement écartée. Je suis très fatigué, mon amour. Le voyage a été épuisant. Ça te dérange si on se couche tôt? Ça ne me dérangeait pas. J'étais un mari compréhensif. Bien sûr, repose-toi. Demain sera un meilleur jour, lui ai-je dit en l'embrassant sur le front. Cette nuit-là, tandis qu'elle dormait profondément à mes côtés, je l'ai observée. Son visage était paisible, presque heureux. Elle souriait dans son sommeil. Elle doit rêver de quelque chose de beau, ai-je pensé. Comme je me trompais. Elle rêvait probablement de lui. Le lendemain matin, samedi, j'étais dans le jardin en train d'arroser les plantes lorsque j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte avec insistance. C'était un coup urgent, presque désespéré. J'ai laissé tomber le tuyau et je suis allé ouvrir. Carmen dormait encore à l'étage, les enfants étaient dans leur chambre. J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé face à Laura, l'épouse de Javier. Son visage était défait, ses yeux rouges d'avoir pleuré, ses mains tremblaient visiblement. Laura? Que se passe-t-il? Ça va, lui ai-je demandé, inquiet. Elle m'a regardé droit dans les yeux et, d'une voix brisée, m'a dit. Ricardo, j'ai besoin de te parler. C'est à propos du voyage d'affaires. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a averti que ce qui allait suivre n'était rien de bon. Entre, je t'en prie, lui ai-je dit. Elle est entrée en marchant comme un zombie, s'est assise sur le canapé du salon et a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolé, Ricardo. Tellement désolé, répétait-elle entre deux pleurs. Laura, tu me fais peur. Que se passe-t-il, lui ai-je demandé en m'asseyant en face d'elle. Elle a sorti son téléphone, ouvert la galerie de photos et me l'a tendu d'une main tremblante. Ça, j'ai trouvé ça hier soir sur le téléphone de Javier. Il l'avait laissé en charge dans le salon et j'ai entendu des messages arriver sans arrêt. Quelque chose m'a poussé à regarder et... J'ai pris le téléphone, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était des photos. Des dizaines de photos. Ma femme et Javier.
Dans un restaurant élégant, trinquant au champagne. Dans une chambre d'hôtel, elle assise sur le lit, vêtue d'un peignoir de soie que je n'avais jamais vu auparavant. Javier derrière elle, lui embrassant le cou. Une autre photo, tous les deux dans la piscine de l'hôtel, enlacés, souriant comme des adolescents amoureux. Et des messages. Des centaines de messages. Mon amour, ces jours passés avec toi ont été les plus beaux de ma vie. J'ai tellement hâte de te revoir. Ricardo ne se doute de rien, il est si naïf. Quand je suis avec toi, je me sens revivre. Chaque mot était un coup de poignard planté droit dans mon cœur. J'avais l'impression que quelqu'un venait de m'asséner un coup de marteau en plein estomac. Je n'arrivais plus à respirer. Les lettres se brouillaient devant mes yeux. Ce n'était pas possible. Pas à moi. Pas à nous. Laura, je ne. Les mots refusaient de sortir. Mon cerveau s'était déconnecté. Laura pleurait à mes côtés, inconsolable. Je suis désolé, Ricardo. Je sais ce que ça fait. Je l'ai découvert hier soir et je n'ai pas fermé l'œil. Il fallait que tu le saches. Je ne pouvais pas te laisser vivre dans ce mensonge. Je continuais à faire défiler les photos. L'une d'elles me transperça particulièrement, Carmen portait une robe rouge que je lui avais offerte pour notre anniversaire l'année précédente. Elle la portait avec lui. La robe que j'avais achetée avec tant d'amour, en pensant qu'elle me rendrait fier. Elle l'avait utilisée pour être belle pour un autre homme. Les messages continuaient. Javier écrivait. Merci pour ces jours magiques. Je te promets que nous trouverons un moyen d'être ensemble pour toujours. Et Carmen répondait avec des émojis en forme de cœur. Des cœurs qui autrefois m'appartenaient. Depuis quand? Demandai-je d'une voix rauque. Laura essuya ses larmes. D'après les messages, ça fait presque 6 mois. Tout a commencé lors de la fête de fin d'année de l'entreprise. Tu te souviens, il y avait beaucoup d'alcool, de la musique, tout le monde faisait la fête. Apparemment, ils se sont embrassés pour la première fois sur le parking cette nuit-là. 6 mois. Un demi-année de mensonges. Un demi-année de baisers faux, de je t'aime, vide, d'étreintes traîtresses. Je me rappelais cette fête. Carmen était rentrée tard, un peu ivre, disant qu'elle était restée discuter avec ses collègues. Je lui avais préparé un thé et aidé à se coucher. Quel imbécile j'avais été. Ce voyage n'était pas le premier, poursuivit Laura d'une voix tremblante. D'après les messages, ils ont eu au moins 4 autres soi-disant voyages d'affaires. Tous faux. Tous payés de leur poche, en mentant à l'entreprise et en nous mentant à nous. 4 voyages. 4 fois où elle m'embrassa sur la joue en me disant au revoir. 4 fois où je restais seul à m'occuper de nos enfants pendant qu'elle se trouvait dans un lit d'hôtel avec mon prétendu ami. La colère commençait à m'envahir, mêlée à une douleur si profonde que j'avais l'impression de me noyer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» me demanda Laura. Je n'avais pas de réponse. J'étais sous le choc, paralysé, essayant de comprendre ce cauchemar. « Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir, murmurai-je. À cet instant, j'entendis des pas dans l'escalier. Carmen descendait. Je rendis rapidement le téléphone à Laura et lui fis signe de se taire. Je ne sais pas pourquoi j'agis ainsi. Peut-être avais-je besoin de temps pour tout assimiler. Peut-être voulais-je l'affronter avec plus de preuves. Ou peut-être étais-je simplement lâche. Carmen entra dans le salon avec un sourire frais, vêtue de sa tenue de sport. « Laura ? Quelle surprise de te voir ici !» Sa voix était joyeuse, insouciante. Comme si rien ne se passait. Laura la regarda avec un mélange de mépris et de tristesse. « Bonjour Carmen. Je suis juste passé pour demander à Ricardo si Javier avait laissé des outils ici la semaine dernière. » C'était un mensonge évident, mais Carmen y crut. Ou fit semblant d'y croire. « Ah, d'accord. Ricardo, tu as vu des outils de Javier ?» Elle me regarda avec ses yeux que j'avais autrefois aimés, attendant ma réponse. J'acquiesçai machinalement. « Oui, je regarderai plus tard. » Laura se leva précipitamment. « Je dois y aller. »« Merci, Ricardo. » Elle me fixa intensément,
et dans son regard il y avait un message silencieux, « Sois fort. Tu t'en sortiras. » Elle quitta la maison, me laissant seul avec la femme qui avait détruit ma vie. Carmen s'approcha et m'embrassa sur les lèvres. Un baiser rapide, banal, comme elle m'en avait donné 1000 fois. Mais cette fois, je ressentis du dégoût. J'avais l'impression d'embrasser une étrangère. Une menteuse. Une traîtresse. « Ça va ?» me demanda-t-elle en remarquant ma raideur. « Tu es tout pâle. » Je me forçai à sourire. « Ça va, je suis juste un peu fatigué. » Elle me caressa la joue. « Repose-toi alors. J'emmènerai les enfants au cinéma cet après-midi. J'ai envie de passer du temps avec eux, ils m'ont tellement manqué. » Quelle actrice elle était. Quel masque parfait. À cet instant, je me demandais combien de fois elle m'avait menti en face avec ce même sourire doux. Combien de fois elle était revenue de chez lui pour m'embrasser sans le moindre remords. Cet après-midi-là, lorsque Carmen sortit avec les enfants, je restai seul à la maison. Et je fis alors quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, je fouillai dans son téléphone. Elle l'avait laissé en charge sur la table de nuit. Je connaissais son code, car elle n'avait jamais eu de secret pour moi. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ouvris WhatsApp et cherchai la conversation avec Ravière. Elle était archivée. Astucieux. Mais elle était là. Des milliers de messages. Des photos intimes qui me donnèrent envie de vomir. Des vidéos que je n'eus pas le courage de regarder en entier. Des projets d'avenir. Des discussions sur la manière de me quitter, ainsi que Laura, sans nous faire trop souffrir. Comme si c'était possible. Un message récent, envoyé le matin même, disait: « Mon amour, Laura agit bizarrement. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Nous devons être plus prudents. » Et Carmen répondait: « Ne t'inquiète pas, Ricardo ne se doute de rien. Il est trop confiant. Nous avons le temps. Trop confiant. » Ces mots me brisèrent en deux. Ma confiance, mon amour inconditionnel, ma loyauté, tout était perçu comme une faiblesse. Comme de la stupidité. Je continuai à lire, même si chaque message était comme avaler du poison. Je tombais sur quelque chose de particulièrement douloureux, une conversation où ils planifiaient leur avenir ensemble. « Quand nous quitterons nos familles, nous pourrions aller vivre à la plage, » écrivait Ravière. Recommencer à zéro, sans attache, sans culpabilité. Et Carmen répondait: « Oui, ce sera merveilleux. Juste nous deux, enfin libres. » Libres. Il voulait être libre de nous. De moi, qui avait consacré 18 ans de ma vie à la rendre heureuse. De Laura, qui avait donné 3 enfants à Ravière. De nos enfants, qui les aimait sans condition. Nous étions des obstacles à leur bonheur. Du poids mort. Des gêneurs. Je trouvais aussi des messages où ils parlaient de sexe de manière explicite. Des détails de ce qu'ils avaient fait durant ce voyage, de ce qu'ils prévoyaient de faire lors du prochain. Des choses qu'elle n'avait jamais faites avec moi. Des choses qui me faisaient me sentir inadéquat, insuffisant, remplaçable. Un message disait: « Avec toi, j'ai découvert que le sexe pouvait être passionné. Avec Ricardo, ce n'est que routine, obligation. » Je fermai les yeux en respirant profondément. Chaque mot était un couteau s'enfonçant un peu plus dans ma poitrine. Puis je trouvai quelque chose qui changea tout. Un message datant de 2 semaines. « Ravière, je dois te dire quelque chose d'important. J'ai du retard. Je pourrais être enceinte. » Mon sang se glaça. Carmen pouvait être enceinte. Et j'avais subi une vasectomie 5 ans plus tôt, après la naissance de Miguel. Si elle était enceinte, cet enfant n'était pas le mien. Ravière répondit: « Quoi? Tu es sûr? De combien de retard? » Carmen: « 2 semaines. J'ai peur, mais je suis aussi excité. Ce serait notre enfant, Ravière. L'enfant du véritable amour. » Ravière: « Calme-toi, mon amour. Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. Si tu es enceinte, ce sera l'excuse parfaite pour quitter nos familles. Nous dirons la vérité.
Le monde se mit à tourner autour de moi. Un enfant. Ils pouvaient avoir un enfant ensemble. Et ils comptaient utiliser cette grossesse pour détruire nos familles. Pour nous humilier publiquement. Pour justifier leur trahison. Je continuais à chercher et trouver un message plus récent, datant de 3 jours. Fausse alerte, mon amour. J'ai eu mes règles aujourd'hui. Je ne suis pas enceinte. Javier répondit. Déçu? Et Carmen? Un peu. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Ce n'est pas encore le bon moment. Elle n'était pas enceinte. Mais ils avaient été prêts à avoir un enfant ensemble. À créer une vie issue de leur trahison. La douleur que je ressentis à cet instant était indescriptible. Un mélange de soulagement, de rage, de tristesse et de dégoût. J'entendis la voiture se garer devant la maison. Carmen et les enfants étaient de retour. J'effaçai rapidement l'historique de recherche du téléphone et le reposai exactement à l'endroit où je l'avais trouvé. Je descendis au salon au moment même où ils entraient. « Papa, le film était génial !» cria Miguel, enthousiaste. Andrea tenait un énorme sac de pop-corn. « On t'en a rapporté aussi, papa. » Carmen me regardait avec ce sourire parfait, ce sourire d'épouse dévouée et de mère aimante. Ce sourire dont je savais désormais qu'il était totalement faux. « Merci, la famille, » dis-je en forçant un sourire. Les enfants montèrent en courant dans leur chambre. Carmen s'approcha et me prit dans ses bras par derrière. « La maison t'a manqué ?» J'acquiesçai sans rien dire. Elle embrassa doucement mon cou. Le même cou qu'il avait embrassé sur ses photos. J'eus la nausée. Ce soir-là, tandis que nous dînions tous ensemble comme la famille heureuse que nous n'étions plus, j'observais Carmen. J'analysais chaque geste, chaque sourire, chaque mot. Comment pouvait-elle agir de façon si normale? Comment pouvait-elle rire avec les enfants, me resservir à manger, me demander comment s'était passée ma journée, comme si rien n'était arrivé? Les psychopathes, pensais-je. Voilà comment agissent les psychopathes. Sans remords. Sans culpabilité. Avec une facilité terrifiante à mentir et à tromper. Et j'avais partagé mon lit avec l'un d'eux pendant 18 ans. Mais si elle pouvait jouer la comédie, moi aussi. Si elle pouvait faire semblant, moi aussi. Car à cet instant précis, je pris une décision. Je n'allais pas la confronter tout de suite. Je ne lui donnerais pas le plaisir de me voir brisé, suppliant. Je ne laisserais pas Carmen et Javier contrôler le récit de cette histoire. J'allais préparer mon prochain mouvement avec intelligence. Avec froideur. Avec la même absence de scrupules qu'ils avaient montré. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je fixais le plafond de notre chambre pendant que Carmen dormait paisiblement à mes côtés, probablement en train de rêver encore de lui. Chacune de ses respirations me rappelait la trahison. Le moindre de ses mouvements me faisait serrer les poings. Pourtant, je suis resté calme. J'ai gardé le contrôle. À 3 heures du matin, je me suis levé avec précaution et je suis descendu dans mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur et commencé à faire des recherches. Si je devais affronter tout cela, je devais être prêt. Je devais connaître mes droits, mes options, ma stratégie. Je ne serais pas la victime pathétique qui mendie quelques miettes d'amour. J'allais être l'architecte de ma propre justice. J'ai cherché des avocats spécialisés dans les divorces complexes. J'en ai trouvé un avec d'excellentes évaluations, maître moral, réputé pour son implacabilité dans les affaires d'infidélité. Sa devise sur son site internet disait « Nous défendons ceux qui ont été trahis ». Parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris rendez-vous pour le lundi suivant, en inventant une excuse professionnelle pour quitter le bureau. J'ai aussi commencé à tout documenter. J'ai copié toutes les conversations du téléphone de Carmen sur une clé USB. J'ai photographié les photos. J'ai sauvegardé chaque message, chaque preuve de son infidélité. Si tout cela devait finir devant un tribunal, j'aurais toutes les munitions. Mais une autre pensée me hantait. Je ne voulais pas seulement le divorce. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais. Je voulais que son monde parfait s'effondre comme le mien. Et j'avais une idée pour y parvenir, mais j'avais besoin de temps pour peaufiner le plan.
Le dimanche matin, Carmen a préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Des œufs brouillés, du pain grillé, du café fraîchement préparé. Elle était magnifique dans son peignoir blanc, les cheveux relevés en un chignon négligé. N'importe quel autre homme aurait ressenti de la tendresse. Moi, je ne ressentais qu'une colère contenue. Mon amour, j'y ai beaucoup réfléchi, dit-elle en servant le jus d'orange. On devrait faire un voyage en famille bientôt. Tous les 4 ensemble. Peut-être à la plage, comme autrefois. Quelle ironie. Elle parlait de famille alors qu'elle était en train de la détruire. Ça me semble être une bonne idée, répondis-je avec un faux sourire. Organisons quelque chose pour le mois prochain. Elle s'approcha et m'embrassa sur les lèvres. Un baiser long, profond, comme ceux que nous échangions quand nous étions fiancés. Mais à présent, ce baiser avait le goût de la trahison. Malgré tout, je me forçais à répondre. À jouer le rôle du mari aimant et naïf qu'elle croyait que j'étais. Les enfants descendirent en courant pour le petit déjeuner. Andrea portait le t-shirt de son groupe préféré. Miguel avait ses écouteurs, écoutant de la musique. Ils étaient si innocents, si étrangers à l'enfer qui était sur le point de s'abattre sur cette famille. Mon cœur se brisait en pensant à l'impact que tout cela aurait sur eux. Après le petit déjeuner, je proposai d'aller au parc. J'avais besoin d'air, d'espace, de m'éloigner de Carmen, ne serait-ce que quelques heures. Mais elle insista pour venir avec nous. Je veux profiter de chaque instant avec ma famille, dit-elle avec ce sourire doux qui me paraissait désormais venimeux. Au parc, pendant que les enfants jouaient au football, Carmen et moi nous sommes assis sur un banc. Elle posa sa tête sur mon épaule. Ricardo, tu es le meilleur mari du monde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Chaque mot était un poignard. Chaque caresse, une moquerie. Mais je continuais à jouer mon rôle. Et toi, tu es toute ma vie, mentis-je avec une facilité qui me surprit moi-même. Lundi arriva, accompagné de mon rendez-vous avec l'avocat. Je dis à Carmen que j'avais une réunion importante avec des fournisseurs et que je quitterais le bureau plus tôt. Elle ne posa même pas de questions. Elle était trop occupée à envoyer des messages à Ravière sous la table du petit déjeuner. Je le savais parce que je la voyais cacher son téléphone chaque fois que je la regardais. Le cabinet de Maître Moral se trouvait dans un immeuble élégant du centre-ville. Je montai au 12e étage, où une secrétaire efficace m'accueillit et me fit entrer immédiatement. L'avocat était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au costume impeccable. Il dégageait une autorité et une expérience indéniables. « Monsieur Ricardo, prenez place. Racontez-moi votre situation, dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. Pendant l'heure qui suivit, je lui racontai tout. La trahison, les messages, les photos, les projets de Carmen et Ravière, la possible grossesse qui, heureusement, ne s'était jamais concrétisée. Je lui montrai toutes les preuves que j'avais rassemblées. Maître Moral écouta attentivement, prenant parfois des notes. Lorsque j'eus terminé, il s'adossa à son fauteuil et entrelaça ses doigts. « Monsieur Ricardo, vous avez un dossier solide. Très solide. Avec ces preuves, nous pouvons vous garantir non seulement le divorce, mais aussi une compensation financière conséquente et la garde exclusive de vos enfants si vous le souhaitez. » La garde des enfants. Je n'y avais même pas pensé. « Vous pensez que je pourrais perdre mes enfants ?» demandai-je, la panique dans la voix. Il secoua la tête. Au contraire. Avec des preuves d'infidélité prolongée et préméditée, ajoutées au fait qu'elle envisageait de quitter le foyer, tout juge statuera en votre faveur. Surtout si les enfants expriment le désir de rester avec vous. Je me sentis soulagé, mais aussi terrifié. Tout cela devenait réel. Terriblement réel. Combien de temps durera la procédure, demandai-je. L'avocat réfléchit un instant. Si elle coopère, tout pourrait être réglé en 6 mois. Si elle complique les choses, cela pourrait durer jusqu'à 1 an. Mais avec les preuves que vous avez, je doute qu'elle veuille aller jusqu'au procès. Il serait dans son intérêt de négocier. Nous avons parlé des honoraires, des stratégies juridiques et des prochaines étapes. Maître Moral me conseilla de ne pas confronter Carmen pour le moment. Recueillez davantage de preuves dans les semaines à venir. Si vous avez des comptes bancaires communs,
examinez-les. S'il y a des biens au nom de vous deux, documentez tout. Plus nous aurons d'informations, mieux nous serons préparés. Je quittai ce bureau avec un mélange d'émotions. D'un côté, j'avais l'espoir qu'il existait encore une justice en ce monde. De l'autre, la réalité de ce qui m'attendait me terrifiait. Mon mariage allait prendre fin. Ma famille allait se disloquer. Et même si ce n'était pas ma faute, j'avais l'impression d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre. Sur le chemin du retour, je passais devant le bureau où Carmen et moi travaillions. Je me garai à l'extérieur et la vis à travers la fenêtre de son service. Elle était assise à son bureau, riant avec quelqu'un. Je m'approchai davantage et vis que c'était Javier. Ils étaient seuls dans la salle de réunion, soi-disant en train de travailler. Mais la façon dont il la regardait, la manière dont elle se penchait vers lui, il n'y avait rien de professionnel dans cette interaction. Je sentis la colère bouillir dans mes veines. J'eus envie d'entrer et de le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. J'eus envie de lui hurler dessus devant tous leurs collègues. Mais je me retins. Maître Moral avait raison. La patience était ma meilleure arme. Ce soir-là, pendant le dîner, j'observais Carmen avec un regard nouveau. Je ne voyais plus la femme que j'aimais. Je voyais une étrangère. Une menteuse accomplie. Quelqu'un capable de me regarder droit dans les yeux et de me détruire sans le moindre remords. « Comment s'est passée ta journée ?» me demanda-t-elle en me servant davantage de salade. « Productive » répondis-je sèchement. « Et la tienne ?» Elle sourit avec ce sourire parfait. « Normal. Beaucoup de travail, des réunions ennuyeuses, comme toujours. Des mensonges. Tout n'était que mensonges. » Après avoir couché les enfants, Carmen enfila une nuisette en soie noire que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'approcha de moi avec des intentions évidentes. « Les enfants dorment » murmura-t-elle d'une voix séductrice. Je ressentis un profond dégoût. Je ne pouvais pas la toucher. Pas maintenant que je savais où cette bouche, ces mains, ce corps avaient été. « Je suis vraiment épuisé, Carmen, » dis-je en me détournant. Ça a été une semaine très fatigante. Je vis une lueur d'agacement dans ses yeux, mais elle la dissimula rapidement. « D'accord, mon amour. Repose-toi. » Elle se tourna dos à moi, et je restai à fixer le plafond une fois de plus, en planifiant mon prochain mouvement. Les jours suivants furent une torture. Faire comme si tout allait bien alors que je me désintégrais intérieurement était épuisant. Chaque baiser était une farce. Chaque « je t'aime » était une lame. Chaque moment en famille, un mensonge collectif. Mais je continuais à recueillir des preuves. J'installai un logiciel de surveillance sur le téléphone de Carmen, sans qu'elle le sache. Je pouvais désormais voir chaque message, chaque appel, chaque localisation en temps réel. C'était intrusif, je le sais. Mais elle avait perdu tout droit à la vie privée le jour où elle avait décidé de me trahir. Je découvris qu'ils se retrouvaient dans un motel les mardis et jeudis après-midi, lorsqu'ils étaient censés avoir des réunions d'équipe. Je vis des messages où ils coordonnaient leur rendez-vous avec une précision militaire. 14 heures, chambre 305, comme toujours. Quel romantisme! Je consultai également nos comptes bancaires et découvris quelque chose d'inquiétant. Carmen avait ouvert un compte secret il y a 4 mois et y transférait régulièrement de l'argent. De petites sommes, que je n'aurais pas remarquées. Mais au total, elle avait accumulé près de 50 000 pesos. Elle se préparait à partir. Elle planifiait sa fuite. J'apportai toutes ces nouvelles informations à Maître Moral. Il fut impressionné. « Monsieur Ricardo, c'est de l'or. Avec cela, nous pouvons l'accuser non seulement d'infidélité, mais aussi de détournement de biens communs. Le juge ne sera pas indulgent avec elle. » Mais il manquait encore le coup de grâce. Mon plan exigeait de la patience, un timing parfait et un peu d'aide extérieure. Et je savais exactement qui pouvait m'aider, Laura. Cet après-midi-là, je l'appelais depuis une cabine téléphonique. Je ne pouvais pas risquer que Carmen fouille mon téléphone. Laura répondit à la deuxième sonnerie. Sa voix semblait fatiguée, brisée. « Ricardo ? C'est toi ? » « Oui, Laura. J'ai besoin de te parler. C'est important. »
Il y eut un long silence. C'est à propos d'eux, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Oui, avouai-je. Et j'ai besoin de ton aide pour rendre justice. Nous nous sommes retrouvés dans un café loin de notre quartier. Laura avait l'air épuisée, cernée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Probablement que non. Moi non plus. Javier m'a tout avoué hier soir, dit Laura avant même que je puisse parler. Je lui ai montré les photos que j'avais. Il n'a pas pu nier. Il m'a dit qu'il était amoureux de Carmen, que je suis une bonne femme mais pas son âme sœur, qu'il a besoin d'être heureux. Elle eut un rire amer. 20 ans de mariage, 3 enfants, et au final je ne suis que une bonne femme. Je lui pris la main par-dessus la table. Je suis vraiment désolé, Laura. Nous méritons tous les deux bien mieux que ça. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. De quoi as-tu besoin, Ricardo? Je lui expliquai mon plan. Il était risqué, nécessitait une coordination parfaite et devait être exécuté au moment exact. Mais s'il fonctionnait, Carmen et Javier ne perdraient pas seulement tout ce qu'ils avaient, ils seraient exposés publiquement pour ce qu'ils étaient réellement, deux traîtres égoïstes. Laura écouta attentivement et, lorsque j'eus terminé, un sourire sombre apparut sur son visage. Tu peux compter sur moi. Ces deux-là ont détruit nos familles. Il est temps qu'ils en paient le prix. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier chaque détail. Nous avons fixé des dates, coordonné nos actions, préparé la mise en scène. Tout devait être parfait. Il n'y aurait pas de seconde chance. Lorsque je rentrai chez moi ce soir-là, Carmen était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Où étais-tu ? » « Je t'ai appelé plusieurs fois, dit-elle d'un ton inquiet. Une inquiétude feinte, bien sûr. Mon téléphone n'avait plus de batterie, mentis-je avec aisance. J'ai dû rester tard au bureau pour régler un problème avec des fournisseurs. Elle me regarda un instant, comme si elle essayait de déceler le mensonge. Mais j'avais perfectionné mon jeu. Je n'étais plus le mari naïf. J'étais un stratège. Un joueur d'échecs déplaçant ses pièces vers l'échec et mat. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Je te trouve distant ces derniers temps. » Quelle hypocrisie. Elle, qui avait été distante pendant 6 mois, m'accusait maintenant. « Tout va parfaitement bien, mon amour, dis-je en embrassant son front. Je suis juste stressé par le travail. La semaine suivante fut l'une des plus difficiles de toute ma vie. Maintenir la façade du mari heureux tout en préparant la destruction du monde de Carmen exigeait une force dont j'ignorais être capable. Mais chaque fois que je sentais le découragement m'envahir, je repensais à ces photos. À ces messages. À la manière dont elle m'avait traité de « naïf » et de « trop confiant », comme si c'était des défauts. Le mercredi après-midi, Laura m'envoya un message codé « Les fleurs que tu as commandées sont prêtes à être récupérées. » C'était notre signal. Cela signifiait que Javier avait confirmé un nouveau « voyage d'affaires » pour le week-end suivant. Cette fois, dans une ville côtière, soi-disant pour conclure un contrat avec un client très important. Bien sûr, Carmen avait reçu la même invitation de son entreprise. Ce soir-là, pendant le dîner, Carmen lâcha la bombe avec une désinvolture glaçante. « Chérie, on vient de m'annoncer que je dois encore partir ce week-end. C'est urgent, un client très important qui n'est disponible que samedi et dimanche. » Les enfants protestèrent. « Encore, maman ? Tu avais promis qu'on irait au cinéma samedi, » se plaignit Andrea. Carmen esquissa un sourire empreint d'une tristesse feinte. « Je sais, mon cœur, mais c'est le travail. Je vous promets de me rattraper à mon retour. » Je jouais mon rôle à la perfection. « Ne t'inquiète pas, chérie. J'emmènerai les enfants au cinéma. Toi, va conclure ce contrat important. » Elle me regarda avec gratitude et soulagement. « Merci de me comprendre. Tu es le meilleur mari du monde. » Si seulement elle savait quel genre de contrat elle allait réellement conclure ce week-end-là. Le jeudi, j'eus une nouvelle réunion avec Maître Moral. Je l'informai du voyage prévu. « Parfait, » dit-il en se frottant les mains. « Nous avons 2 options. Soit nous engageons un détective privé pour tout documenter avec photos et vidéos.
soit nous attendons son retour pour la confronter avec les preuves déjà en notre possession. Mais moi, j'avais une troisième option. Une que je n'avais pas évoquée avec l'avocat, car je savais qu'il me déconseillerait. Une option que Laura et moi avions planifiée avec une précision méticuleuse, et qui placerait Carmen et Javier dans une situation impossible à nier ou à fuir. Engagez le détective privé, lui dis-je. Je veux une documentation professionnelle de tout. Il acquiesça, satisfait, et commença à passer des appels. 2 heures plus tard, nous avions engagé l'un des meilleurs détectives privés de la ville. Un homme discret, efficace, avec des années d'expérience dans les affaires d'infidélité. Le vendredi soir, Carmen prépara sa valise avec son soin habituel. Elle choisit ses vêtements les plus élégants, sa lingerie la plus séduisante, son parfum le plus cher. Tout pour lui. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte de notre chambre, sentant que chaque vêtement soigneusement plié ajoutait une nouvelle couche d'humiliation à ma douleur. « Tu peux m'aider à fermer la fermeture ?» me demanda-t-elle en désignant sa robe noire. Je m'approchai et remontai lentement la fermeture, ma main effleurant son dos. Un dos que j'avais caressé 1000 fois, que j'avais connu dans l'obscurité mieux que quiconque. Du moins, je le croyais. À présent, un autre homme le connaissait mieux que moi. Elle se retourna et m'embrassa longuement. « Je t'aime, Ricardo. Merci d'être aussi compréhensif avec mon travail. » Ces mots me brûlèrent. J'eus envie de lui hurler la vérité à cet instant précis. De lui montrer toutes les preuves, tous les messages, toutes les photos. Mais je me retins. Le moment n'était pas encore venu. Moi aussi, je t'aime, mentis-je avec un sourire. Prends bien soin de toi pendant le voyage. Elle serra les enfants dans ses bras avec un dramatique excessif. Vous allez beaucoup me manquer. Soyez sage avec papa. Andrea la regarda avec tristesse. Pourquoi tu voyages autant en ce moment, maman? Carmen se raidit une fraction de seconde, puis retrouva aussitôt son aplomb. C'est juste une période chargée, mon cœur. Ça passera bientôt. Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Je la regardai monter dans le taxi qui devait l'emmener à l'aéroport. Elle fit un signe de la main, souriante, sans la moindre trace de culpabilité. Les enfants lui dirent au revoir avant de rentrer dans la maison. Moi, je restai sur le seuil, observant le taxi disparaître au coin de la rue. Puis je sortis mon téléphone et activai le traceur que j'avais installé dans ses bagages. Je pouvais voir sa position en temps réel. Effectivement, le taxi se dirigeait vers l'aéroport. Mais je savais qu'une fois sur place, elle et Javier prendraient des vols séparés pour ne pas éveiller les soupçons, avant de se retrouver à l'hôtel de la ville côtière. Le détective privé était déjà en route. Il avait les photos des billets achetés, l'enregistrement de l'hôtel au nom de Javier, tout. Ce que Carmen et Javier ignoraient, c'est que Laura et moi allions aussi nous rendre dans cette ville. Pas dans le même hôtel, mais suffisamment près. Et le dimanche matin, pendant qu'ils savouraient leur petit déjeuner romantique au restaurant de l'hôtel, nous apparaîtrions. Avec nos enfants. Avec des caméras. Et avec la vérité. Le samedi fut étrangement normal. J'emmenai Andrea et Miguel au cinéma, comme promis. Nous mangions du pop-corn, regardions un film de super-héros, rions. Pendant quelques heures, je pus oublier l'enfer que je traversais. Je pus simplement être un père profitant de ses enfants. Mais ce soir-là, lorsque je les couchai, Miguel me posa une question qui me brisa le cœur. « Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer ?» Je restai figé. « Pourquoi tu demandes ça, mon fils ?» Il haussa les épaules. « Mes copains à l'école disent que quand les parents voyagent beaucoup et se comportent bizarrement, c'est qu'ils vont divorcer. » Je m'assis sur son lit et le serrai fort contre moi. « Les adultes ont parfois des problèmes, Miguel. Mais quoi qu'il arrive, ta maman et moi vous aimerons toujours, toi et Andrea. Ça ne changera jamais. » Il hocha la tête, mais je vis l'inquiétude dans ses yeux. Andrea apparut dans l'encadrement de la porte. « Moi aussi je suis inquiète, papa. Maman est différente ces derniers temps. » Je les pris tous les deux dans mes bras, luttant contre les larmes. Ils ne méritaient pas ça. Ils ne méritaient pas que leur famille soit détruite par l'égoïsme de leur mère.
Mais je ne pouvais pas les protéger totalement de la douleur à venir. Je pouvais seulement tenter d'en limiter les dégâts. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je consultais le traceur. Carmen était à l'hôtel. Le détective privé m'avait envoyé des photos tout au long de la journée, Carmen et Javier sur la plage, main dans la main. S'embrassant sous le soleil. Riant comme des adolescents. Sur l'une des photos, Carmen portait un bikini que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire. Chaque image était une nouvelle blessure. Mais aussi un carburant pour ma détermination. Demain, tout serait terminé. Demain, la vérité exploserait comme une bombe nucléaire. Le dimanche matin, je me levais tôt. Je préparais le petit déjeuner pour les enfants et leur annonçais que nous avions une surprise. Nous allons rendre visite à maman pendant son voyage de travail. Ce sera une surprise romantique. Andrea applaudit, ravie. C'est trop beau, papa. Maman va être tellement contente. Si seulement elle savait. Je conduisis les 3 heures jusqu'à la ville côtière, l'estomac noué. Laura voyageait dans sa propre voiture avec ses 3 enfants. Tout était minutieusement coordonné. Nous arriverions à l'hôtel à 10 heures précises, au moment exact où le détective confirmait que Carmen et Javier descendaient prendre leur petit déjeuner au restaurant. Pendant le trajet, Miguel mit de la musique joyeuse. Andrea chantait, excité par la surprise. Moi, je conduisais les mains crispées sur le volant, répétant mentalement ce que je dirais, comment je réagirais, comment je protégerais mes enfants de la scène qui allait se dérouler. À 9h45, nous arrivâmes à l'hôtel. C'était un complexe de luxe en bord de mer, avec des palmiers et des piscines à débordement. Le genre d'endroit où les couples célèbrent des anniversaires ou des lunes de miel. Ou où des adultères trahissent leur famille. Je me garai et vis la voiture de Laura 2 places plus loin. Elle sortit avec ses 3 enfants, tous habillés simplement, inconscients de ce qui allait se produire. Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je vis la même douleur, la même détermination que je ressentais. Nous hochâmes la tête en même temps. C'était l'heure. « Papa, pourquoi on attend ici ?» demanda Andrea. « On va aller chercher maman. »« Dans un instant, ma chérie, » répondis-je. « Je veux d'abord m'assurer qu'elle est bien à l'hôtel. » Je sortis mon téléphone en faisant semblant de passer un appel. En réalité, je consultais le message du détective privé. Ils sont à la table 12 du restaurant. Seuls. Main dans la main. C'est le moment parfait. Je pris une profonde inspiration. C'était réel. Ça se produisait vraiment. Dans quelques minutes, mon mariage prendrait officiellement fin. Le masque de Carmen tomberait. Et nos enfants verraient leur mère telle qu'elle était réellement. D'accord, dis-je d'une voix ferme. Allons faire la surprise à maman. Nous sortîmes de la voiture et marchâmes vers l'entrée de l'hôtel. Laura et ses enfants nous suivirent. Le concierge nous observa, surpris par le groupe nombreux, mais ne dit rien. Nous entrâmes dans le hall élégant. Sol en marbre, lustre en cristal, musique douce de piano. Un lieu magnifique qui allait bientôt être le théâtre d'une scène horrible. Je suivis les indications vers le restaurant. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Andrea marchait devant, impatiente de surprendre sa mère. Miguel avançait à mes côtés, tenant ma main. Les enfants de Laura suivaient derrière, inconscients du drame imminent. Et puis nous arrivâmes à l'entrée du restaurant. Je vis Carmen avant qu'elle ne me voie. Elle était assise face à Javier, à une table près de la fenêtre donnant sur la mer. Elle portait une robe d'été blanche que je n'avais jamais vue. Ses cheveux étaient lâchés, ondulés par la brise marine. Elle était radieuse, heureuse, amoureuse. Javier lui tenait la main par-dessus la table. Il lui disait quelque chose qui la faisait rire. Un rire sincère, comme elle ne m'en avait plus offert depuis des mois. Il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Un baiser tendre, romantique, intime. Et alors Andrea cria. « Maman !» Tout se déroula au ralenti. Carmen leva les yeux et son visage passa de la joie au choc absolu en une fraction de seconde. Son regard croisa le mien. Je vis la couleur quitter son visage.
Je la vis lâcher précipitamment la main de Javier. Je vis sa bouche s'ouvrir, mais aucun son n'en sortir. Javier nous aperçut à son tour. Il devint pâle comme un fantôme. Puis il vit Laura debout derrière moi avec ses 3 enfants. L'expression de terreur sur son visage était presque comique. Les enfants coururent vers la table, confus. « Maman? Pourquoi tu prends le petit déjeuner avec l'oncle Javier ?» demanda Andrea innocemment. Miguel regarda sa mère, puis Javier, puis moi. Et dans ses yeux, je vis l'instant précis où la vérité commença à s'assembler dans son esprit d'enfant. Carmen se leva en trébuchant contre sa chaise. « Ricardo, ce n'est pas. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Javier se leva aussi, cherchant désespérément une explication qui ne correspondait pas à l'évidence. Je fis un pas en avant, calme, maître de moi. Je sortis mon téléphone et commençai à filmer. « Ne te donne pas la peine d'expliquer, Carmen, dis-je d'une voix ferme. Je sais tout. Je sais pour les 6 mois de mensonges. Je connais les messages. Les photos. Les projets d'avenir. Je sais tout. » Tout le restaurant s'était figé dans un silence total. Les clients nous observaient. Un serveur était resté immobile, une cafetière à la main. Et au milieu de ce silence de mort, ma femme éclata en sanglots. Mais il était déjà trop tard pour les larmes. Les larmes de Carmen coulaient sur son visage, emportant avec elles son maquillage parfaitement appliqué. Mais je ne ressentais plus aucune pitié. Seulement une froide satisfaction à la voir enfin démasquée, sans aucun endroit où se cacher, sans mensonge à inventer. « Ricardo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je ricanai. Un rire amer, sans la moindre trace d'humour. « Ce n'est pas ce que ça paraît ? Voyons voir, » ma femme prenant un petit déjeuner romantique avec son collègue dans un hôtel de luxe, s'embrassant, se tenant par la main. « Dis-moi, Carmen, qu'est-ce que je suis censé mal interpréter exactement ? » Andrea se mit à pleurer. « Maman, que se passe-t-il ? » Miguel me regardait avec des yeux remplis de confusion et de douleur. À cet instant précis, je haïs Carmen plus que je ne l'aurais cru possible. Non pas pour m'avoir trahi, moi, mais pour avoir infligé cela à nos enfants. Pour les avoir forcés à assister à la destruction de leur famille. Laura fit un pas en avant, le visage figé dans une expression de douleur contenue. « Javier, nos enfants sont ici. Nos 3 enfants. As-tu quelque chose à leur dire ?» Sa voix était étonnamment calme, mais je percevais le venin dissimulé sous chaque mot. Javier ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son fils aîné, un garçon de 16 ans prénommé Thomas, le fixait avec un mélange de choc et de dégoût. « Papa, c'est vrai ? Tu trompes maman ? » La voix du garçon se brisa sur le dernier mot. Tout le restaurant était désormais devenu un théâtre silencieux, observant notre drame familial. Les serveurs, les clients, le directeur de l'hôtel, tous nous regardaient. Certains avec compassion, d'autres avec curiosité malsaine, d'autres encore avec indignation. Carmen remarqua ces regards, et sa honte se multiplia. Elle avait toujours tellement accordé d'importance à ce que les autres pensaient. « Allons-nous-en d'ici » implora Carmen en essayant de saisir mon bras. « S'il te plaît, parlons-en en privé. Les enfants ne devraient pas voir ça. » Je me dégageai de son contact comme s'il m'avait brûlé. « Maintenant tu t'inquiètes pour les enfants ? Maintenant tu veux les protéger ? Parce que tu ne semblais pas très préoccupé quand tu projetais de les abandonner pour ton amant. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment tu sais ? » Je sortis mon téléphone et commençai à lire à voix haute. « Quand nous quitterons nos familles, nous pourrons aller vivre près de la mer, recommencer à zéro, sans attache, sans culpabilité. » Ça te dit quelque chose, Carmen ? Ce sont tes propres mots. Du message que tu as envoyé à Javier il y a 2 semaines. Javier recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup physique. Carmen porta ses mains à sa bouche, les yeux remplis d'horreur. « Ricardo, tu as lu mes messages. » Son indignation frôlait le ridicule. Comme si j'étais le coupable. « Bien sûr que j'ai lu tes messages, dis-je en haussant la voix.
Quand ma femme commence à agir bizarrement, quand elle voyage sans cesse, quand elle a cette lueur dans les yeux qu'elle ne réserve plus pour moi, évidemment que j'enquête. Et tu sais ce que j'ai trouvé? 6 mois de trahison. 6 mois de mensonges. 6 mois de rendez-vous secrets pendant que moi, je m'occupais de TES enfant. Andrea courut vers moi et me serra fort, sanglotant. Miguel restait figé, regardant sa mère comme si elle était une étrangère. Et à cet instant-là, quelque chose se brisa en Carmen. Elle s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains, pleurant de manière incontrôlable. Mais Javier tenta de reprendre le contrôle. Ricardo, je comprends que tu sois en colère, mais ça, c'est une affaire entre adultes. Tu n'aurais pas dû amener les enfants. Son ton condescendant me mit hors de moi. Comment osait-il me donner des leçons de morale? Laura intervint avant que je ne puisse répondre. Sa voix était d'acier. Entre adultes? Entre adultes? Vous avez détruit 2 familles, affecté 5 enfants innocents, menti pendant des mois, et maintenant tu parles de régler ça entre adultes. Elle lui lança son téléphone. Voilà les photos que j'ai trouvées sur ton portable. Les photos intimes. Les messages sexuels. Les plans pour vous enfuir ensemble. Tout y est. Le téléphone s'écrasa sur la table dans un bruit sourd. Le directeur de l'hôtel s'approcha enfin, mal à l'aise. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. Vous perturbez les autres clients. Je regardais autour de moi et vis des dizaines de personnes, téléphone sorti, certaines filmant clairement la scène. Parfait. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais que ce soit public. Je voulais que Carmen et Javier ressentent l'humiliation que j'avais ressentie. Je voulais que tout le monde sache quel genre de personnes ils étaient. Vous avez raison, dis-je au directeur. Nous allons partir. Mais avant. Je sortis une enveloppe de ma veste et la lançai sur la table. Carmen, voici les papiers du divorce. Tout est prêt. Il ne manque plus que ta signature. Mon avocat te contactera demain pour discuter de la garde des enfants et du partage des biens. Carmen releva la tête, les yeux rouges et gonflés. Un divorce? Ricardo, non, on ne peut pas divorcer. Pense aux enfants. Pense à notre famille. L'hypocrisie de ses paroles était sidérante. Penser à la famille? Maintenant? Ça ne t'a pas traversé l'esprit quand tu couchais avec Javier pendant 6 mois. C'était une erreur, cria-t-elle, désespérée. C'était juste, quelque chose qui est arrivé. Je t'aime, Ricardo. Je t'aime vraiment. Ce qu'il y a eu avec Javier, c'était juste, une bêtise, une distraction, une crise de la quarantaine, je ne sais pas. Mais ça ne signifie rien. Notre famille, c'est tout pour moi. Je m'approchai d'elle, la regardant droit dans les yeux. Si ce n'était qu'une erreur, pourquoi l'as-tu répété pendant 6 mois? Si ce n'était qu'une distraction, pourquoi planifiais-tu de nous quitter? Si ça ne signifiait rien, pourquoi lui as-tu dit qu'avec moi le sexe était routine et obligation, mais qu'avec lui c'était passionné? Carmen pâlit. Elle ne savait pas que j'avais lu ce message. Javier se crispa également. Laura le regarda avec un venin pur. Tu lui as dit ça? Que ta femme depuis 20 ans était ennuyeuse au lit. Sa voix était dangereusement basse. Les enfants des 2 familles pleuraient maintenant. Andrea me suppliait de partir. Miguel, submergé par le stress, avait commencé à vomir et un serveur dut l'emmener aux toilettes. Tout était devenu chaotique. Mais c'était un chaos nécessaire. Un chaos qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Ricardo, s'il te plaît. Carmen tomba à genoux devant moi, indifférente au public, indifférente à sa dignité. Ne me quitte pas. Ne détruis pas notre famille. Je ferai tout ce que tu voudras. Je mettrai fin à tout avec Javier. Je ne le reverrai plus jamais. J'irai en thérapie. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais ne divorce pas. Je t'en supplie. La voir à genoux aurait dû me procurer une certaine satisfaction. Mais je ne ressentais que le vide.
Parce que la femme que j'avais aimée pendant 18 ans n'existait plus. Cette personne-là était une étrangère, qui mentait aussi naturellement qu'elle respirait. Relève-toi, Carmen, dis-je d'une voix épuisée. Ma décision est prise. Le divorce est définitif. Tu peux signer volontairement ou nous irons devant le tribunal. Mais je te préviens, j'ai plus qu'assez de preuves. Messages, photos, vidéos de surveillance de vos rendez-vous au motel, relevé bancaire du compte secret que tu as ouvert. J'ai tout. Son visage se décomposa lorsqu'elle comprit l'ampleur de ce que je savais réellement. Elle se releva lentement, vaincue. Depuis combien de temps le sais-tu ? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. 2 semaines, avouai-je. 2 semaines à jouer le mari idiot pendant que je préparais tout cela. Javier trouva enfin sa voix. Ricardo, je suis désolé. Je sais qu'il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Mais nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prémédité. C'est juste arrivé. Je me tournai vers lui, animé d'une colère glaciale. Ne me parle pas d'amour. L'amour ne détruit pas des familles. L'amour ne ment pas. L'amour ne trahit pas. Vous deux, vous ne connaissez pas la signification de ce mot. Laura s'approcha de Javier et lui lança son alliance au visage. 20 ans. 20 ans de ma vie gaspillée avec toi. Et pourquoi? Pour une aventure avec la femme de ton ami? Elle se tourna vers ses enfants. Allons-y, les enfants. Votre père a clairement d'autres priorités maintenant. Les 3 enfants de Laura la suivirent en sanglotant. Thomas, l'aîné, s'arrêta un instant et regarda son père avec des yeux remplis de déception. Je croyais que tu étais un homme d'honneur, papa. Je croyais que tu étais mon héros. Et sur ces paroles dévastatrices, il partit. Javier s'effondra sur sa chaise, le visage livide. Carmen restait debout, tremblante, incapable de savoir quoi faire ou dire. Le détective privé que j'avais engagé se trouvait dans un coin du restaurant, photographiant et enregistrant discrètement toute la scène. Des preuves parfaites pour le procès. Andrea, va chercher ton frère, dis-je doucement à ma fille. On rentre à la maison. Elle hocha la tête et courut vers les toilettes. Je me tournai une dernière fois vers Carmen. Tu as jusqu'à mardi pour faire tes valises et quitter la maison. Si tu ne le fais pas de ton plein gré, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Où vais-je aller ? Demanda-t-elle, désespérée. Je n'ai nulle part où aller. Je désignai Javier du menton. Je suis sûr que ton amant te trouvera un endroit. Après tout, c'était votre projet de partir ensemble, non? Alors allez-y, vivez votre grande histoire d'amour. Mais sans mes enfants. Et sans un centime de ce que j'ai construit pendant 18 ans. Carmen tenta une dernière fois de prendre ma main, mais je me retirai. Les enfants pourront te rendre visite quand ils le voudront. Je ne me mettrai pas en travers de leur relation avec toi. Mais la garde sera pour moi. Et crois-moi, avec toutes les preuves que j'ai, aucun juge ne tranchera en ta faveur. Miguel revint des toilettes, pâle mais plus calme. Andrea lui prit la main. Nous marchâmes tous les 3 vers la sortie du restaurant. Derrière nous, Carmen sanglotait en appelant mon nom. Mais je ne me retournai pas. Je ne regardais pas en arrière. Sur le parking, tandis que j'installais les enfants dans la voiture, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je répondis avec prudence. Monsieur Ricardo? C'était une voix de femme, jeune, nerveuse. Oui, qui est à l'appareil? Il y eut un long silence. Je m'appelle Daniela. Je travaille dans l'entreprise avec votre épouse. Et, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos d'elle et de Javier. Quelque chose qui va bien au-delà de leur aventure. Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire? Daniela inspira profondément. Il détourne des fonds de l'entreprise. Faux comptes, factures gonflées, contrats fictifs. J'ai rassemblé des preuves parce que j'ai aussi été une victime de Javier. Il m'a séduite il y a 1 an, m'a fait des promesses, puis m'a jeté quand il a rencontré votre femme. Je veux me venger. Et vous semblez être la personne idéale pour m'aider. Je souris lentement.
Les choses venaient de devenir bien plus intéressantes. Détournement de fonds, répétai-je, tentant d'assimiler l'information. Daniela confirma d'une voix tendue, depuis des mois, elle rassemblait des preuves, sociétés écrans, factures gonflées, comptes offshore. Carmen et Javier volaient l'entreprise depuis près d'un an, finançant même leur faux voyage d'affaires avec l'argent détourné. Ce n'était pas qu'une liaison. C'était une fraude grave, un crime fédéral. Daniela m'expliqua pourquoi elle parlait maintenant, Javier l'avait manipulée puis jetée, comme il l'avait fait avec nous tous. En me voyant les confronter, elle comprit que j'étais l'allié qu'elle attendait. Nous convînmes de nous retrouver le lendemain avec toutes les preuves. En rentrant, je regardais mes enfants à l'arrière de la voiture, Andrea dormait, Miguel fixait le vide. Le trajet se fit dans un silence lourd. Une fois à la maison, je les envoyai se reposer, tentant de les rassurer malgré le chaos. Seul sur le canapé, entouré des souvenirs de ma vie avec Carmen, je reçus des dizaines de messages désespérés de sa part. Je bloquai son numéro. Tout était terminé. Le lendemain, Daniela me remit un dossier accablant, relevés bancaires, courriels internes, faux contrats. Près de 2 millions de pesos détournés, des audits falsifiés, un système sophistiqué destiné à financer leur fuite à l'étranger. Javier lui avait tout avoué un soir d'ivresse. Révolté, mais lucide, je lui demandai ce qu'elle voulait faire. Elle voulait les dénoncer. Et elle avait besoin de moi. Après des heures d'analyse, le dossier était solide. Mon avocat confirma, avec ses preuves, Carmen était acculée. Mais je ne voulais aucun arrangement. Je voulais une justice totale. Quelques jours plus tard, j'arrivai chez moi avec un officier et une ordonnance judiciaire. Carmen ouvrit la porte, épuisée. Je lui donnai 30 minutes pour préparer ses affaires. Elle s'effondra, supplia, demanda à voir les enfants. Je refusai. Lorsqu'elle déclara m'avoir aimé, je lui répondis froidement que si c'était cela l'amour, je préférais la haine, puis je refermai la porte. Les conséquences furent immédiates. L'entreprise lança une enquête, Carmen et Javier furent suspendus puis licenciés. La police ouvrit un dossier pour fraude, blanchiment et détournement de fonds. Javier fut arrêté devant ses voisins. Carmen tenta de fuir à l'étranger avec de l'argent liquide, mais fut arrêtée à son tour. Laura me remercia. Ses enfants souffraient, mais au moins, la vérité éclatait. Les mois suivants furent consacrés à la procédure judiciaire et à la reconstruction de mes enfants. Andrea suivit une thérapie intensive. Miguel se referma, puis commença lentement à se libérer de sa douleur avec l'aide d'un spécialiste. Carmen tenta de les contacter depuis la prison. Andrea refusa. Miguel lui parla une seule fois avant de conclure qu'elle n'était plus sa mère. 8 mois plus tard, le procès eut lieu. Les preuves étaient irréfutables. Le verdict fut sans appel, coupable sur tous les chefs d'accusation. Carmen fut condamné à 5 ans de prison, Javier à 7. Ils durent rembourser l'argent volé, une dette qu'ils ne pourraient probablement jamais honorer. En entendant la sentence, Carmen chercha mon regard. J'y vis le regret et la peur. Je détournai les yeux. Je ne ressentais plus rien, sauf la paix. Je refusais toute médiatisation. 1 an plus tard, j'avais vendu la maison, recommencé ailleurs, plus modestement. Andrea souriait à nouveau. Miguel guérissait lentement. Moi aussi, je retrouvais peu à peu ma force, mon identité, et l'espoir. Carmen m'écrivit depuis la prison. Je lus la lettre une seule fois et la rangeai comme un rappel, la trahison a un prix. Je ne répondis jamais. Ce chapitre était définitivement clos. Et en signant les derniers documents du divorce, je ressentis enfin ce qui m'avait tant manqué, l'espoir. Car la véritable vengeance n'avait pas été la prison. C'était d'avoir survécu, guéri, et montré à mes enfants que même après la pire trahison, la vie continue. Et parfois, la justice finit réellement par triompher. Should I guys hear anything? We might have to fight.
I was going to change my nickname to Superman. My U doesn't work and I didn't see it. Now my nick is Spearman. Sperm? Sperm. Nah, his nickname is like Spur and Man. So it's just Sperm. Oh my god. Oh my god, no way. No way. Right here. Wait, is he just like trying to throw the game or something? I guess not. I was saying, is he just like killing himself on purpose? That would be something. Two teams fighting again. Kill one team should be a duo. I just don't know. To the right. In the room. Not fucking. Not gonna lie. I don't know if he's trying to lock in or something, but he's not auto damaging for sure. All he's doing is fucking sucking. Just like he does IRL. Was it lawful? Oh, that's how you imagined you'd pronounce it when you produce your tag? Yeah, I just don't see the E. Awful. Should be people in front of us, babe. Let's go, JT. How you doing? Nah, Sperm Man is crazy as a name. Do you think that she got aura? I need to charge my mouse. Okay. Wait, what the fuck? I heard him. Heard him somewhere. Heard someone in the ring. Yeah, that too. Oh, I heard someone inside. Ooh. I'm not a top, babe. I'm not a top. Jump off if you need to. Coming from the back. Yeah, she's fighting me. Hit Nice. shit on. Is that the guy you're fighting? Fucking conduit. I'm chilling, JT. I'm chilling. Dealing with some interesting humans that are solo queuing right now. I like low-key understand why these people are solo queuing right I now. love getting on Apex and getting called ugly. Oh my god. He did Loki just go silent now? I think he's shaking. There's a team up here. I don't know where they went. Not too sure. I'm just gonna go carrier, babe. I not team res. Okay. Team gatekeeping us. Just gonna take the zip across. Oh, inside. I took the zip across. I want to fight that. We're not in zone if we do.
They're fucking ulting the shit out of me. Alright. Oh! Rock you for 8 seconds. One shot here. Knocked him. It's a duo. Into him. They're next to the balloon. Enemy spotted. Over there. They res. Alright. The whole squad is out. Baby. What? That guy just killed himself. Oh my god, what the fuck? Bro. Opponent's shield. Why am I doing I'm ahead of you. Focusing up. attention here. Oh, let's just run left. What the fuck? Head that way. What the fuck was that? He just killed himself. Oh my god. That is just way too funny. Care package over there. Elstar's still in there. Oh, I'm still back. Oh, another squad is pushing. Shooting at Oh. me. Oh. Why are you shooting me? Nice. Oh my god. I think he's dead. Alright. And he's breaking the ball. And I get up. You can like low-key res him inside maybe. I mean, They're resing inside. This is bad. The corner should be low. Taking damage. Frag out. I'm throwing a thermite. Should be there. Got an opponent here. My god, I'm just angling the fuck out of him. Or not? I got a nice team one. behind you, team behind you, team behind you. Yeah. They did not mean to drop either. They were just chasing. The guy died to ring, so we can zip back up. Elstar here. Alright, that's interesting. And now there's a team playing zone, and then us just fucking coming out of the fucking shadows. I'm just gonna have to fight them. Needs to give you them.